Bonjour, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français dédié à la comédie musicale. Alors aujourd'hui, on est à nouveau sur un format carte blanche dans lequel Anna va nous dévoiler son autre, parce qu'elle a une autre passion que la comédie musicale. En fait, j'ai deux passions, c'est le cinéma et la comédie musicale, mais j'en ai une troisième, ce sont les Beatles. AKA, le plus grand groupe de l'histoire de la pop music. Et AKA, plus objectivement, un groupe anglais des années 60. Ultra célèbre, évidemment, que tout le monde connaît. Alors, mais si j'ai bien compris ce dont tu souhaites nous parler aujourd'hui, tu restes malgré tout dans le thème, parce que ça a un lien avec le musical. Tu souhaites évoquer les films des Beatles, c'est ça ? Exactement, parce qu'en fait, le succès immense des Beatles dans les années 60 a amené des producteurs à se dire que ça serait peut-être un bon filon d'avoir le groupe dans leur film. Donc 5 films ont été produits autour de la personne des Beatles, auxquels ils ont participé à des degrés divers, je vais l'expliquer au fur et à mesure. 4 d'entre eux peuvent être considérés comme des musicals, et donc je vais expliquer pourquoi. Et les Beatles, eux, ils aimaient la comédie musicale ? T'as un peu d'informations sur ça ? Alors bien sûr, les Beatles, c'est avant tout des amateurs de rock, mais ils aimaient la comédie musicale, et notamment Paul McCartney. C'est lui qui a montré le plus de goût pour ce genre au fur et à mesure de sa carrière, et dès 1963, sur le deuxième album des Beatles, j'espère que je dis pas une bêtise, je vais pas me faire incendier par les fans, sur le deuxième album, il chante Till There Was You, qui est une chanson extraite de la comédie musicale The Music Man. Alors, sur les films, donc ces films des Beatles que tu souhaites évoquer, donc le premier de ces 4 films, c'est A Hard Day's Night, en français 4 garçons dans le vent, qui est sorti en 1964. Oui, et le film est sorti dans plein contexte de ce qu'on a appelé la Beatlemania, donc c'est l'incroyable succès fulgurant du groupe, où ils étaient poursuivis par des hordes de fans en délire, tous leurs concerts étaient complets, et où ils étaient vraiment extrêmement célèbres. Et alors, qui est-ce qui réalise ce film ? Alors, les Beatles sont embauchés pour réaliser ce film Richard Lester, qui est un jeune réalisateur qui à l'époque n'avait pas fait beaucoup de choses, mais qui avait tourné de nombreux sketchs pour la télévision, et notamment des sketchs avec Peter Sellers, qui est un acteur très connu, qui plus tard jouera l'inspecteur Clouseau dans les films La Panthère Rose. Et on sent vraiment l'influence burlesque et absurde de cet humour-là sur le film A Hard Day's Night. Alors, de quoi ça parle, ce film ? Alors, ça rentre clairement en fait dans le sous-genre du backstage, un des genres, des sous-genres de la comédie musicale qu'on a déjà évoqué dans le podcast. Donc les Beatles jouent leur propre rôle, donc celui d'un groupe hyper connu, pourchassé par les fans. Donc on les voit faire des déplacements pour aller en concert, à la télévision, ils s'amusent dans leur chambre d'hôtel, ils vont en soirée, etc. Il n'y a pas vraiment d'intrigue très suivie, c'est juste que les Beatles, ils sont représentés comme ce qu'ils étaient, je pense, un peu dans la vie à cette époque-là, des gamins un peu indisciplinés qui font des blagues, et leur manager essaie de les canaliser, enfin voilà, quelque chose d'assez classique. Donc à chaque fois qu'ils chantent dans le film, c'est une situation de performance, c'est-à-dire un concert, une répétition... Alors quasiment, mais il y a quand même des séquences où les chansons servent d'illustration, on va dire. Il y a la toute première séquence qui est une séquence assez connue au son de la chanson titre, donc A Hard Day's Night, qui les montre en train de courir pour échapper à leur horde de fans. Il y a d'autres moments où ils dansent dans une soirée, là aussi c'est leur musique à eux qui est mise pour illustrer la scène. Et il y a aussi une scène assez amusante où ils courent, ils font un peu les idiots dans un champ lors d'un de leurs rares moments de liberté, et ça c'est illustré par la chanson Can't Buy Me Love. Mais la plupart du temps, c'est des moments où on les voit jouer leurs chansons, au moment où ils jouent donc avec leurs instruments, etc., dans le train, et puis de manière plus classique, en répétition, à la télévision, et ensuite à la fin du film, en concert évidemment, ça termine par le grand concert comme souvent. Alors il y a une particularité, c'est qu'en fait les versions qu'on entend c'est exactement les mêmes que les versions du disque, donc c'est vraiment pas naturel le passage de la parole au moment où ils chantent en fait. Il y a vraiment pas d'effort pour intégrer le numéro naturellement, quoi, qu'on ait l'impression que ce soit vraiment eux qui chantent en direct. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ont pas réenregistré les chansons pour le film ? Non, c'est vraiment les chansons... Foulés, quoi. Ils ne se sont pas foulés, je pense que c'est un film qui a été fait très rapidement, je me souviens plus, mais le tournage est très rapide. Et voilà, même si c'est un film très charmant, et sur cet aspect-là, ils se sont pas trop foulés, effectivement, c'est vraiment les versions du disque. À aucun moment, on peut penser que les chansons sont vraiment chantées en live, quoi. À part dans la scène du concert, on y croit un peu plus, parce qu'ils ont quand même pensé à rajouter des cris de spectateurs pour qu'on soit quand même immergé dans la scène du spectacle. Mais voilà, la musique, il y a une espèce, elle est un peu mise à distance de manière assez bizarre, en fait. Et alors, le deuxième film que tu voulais évoquer donc, dans la série, donc, il s'appelle, lui, Help, et il s'est sorti en 65, donc un an plus tard, et également réalisé par Richard Lester. Oui, exactement. Donc Help également du nom d'une chanson des Beatles. Et donc là, on est encore dans du backstage ? Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on sort vraiment de la chronique quotidienne et on va vers un truc qui est dans le pur délire. En fait,
Ils jouent quand même leur propre rôle, qui est celui d'un groupe de rock très connu, etc. Mais on va vers quelque chose de complètement délirant. Le film, cette fois, est en couleur. Le premier était en noir et blanc, je sais plus si je l'avais précisé. Et les couleurs sont super belles, c'est particulièrement éclatant, et je trouve que ça va avec le côté absolument délirant de l'intrigue. Au début du film, c'est une séquence assez drôle. Ils rentrent chacun par une porte, il y a 4 portes dans la rue, ils rentrent, et en fait, on voit qu'ils rentrent dans le même appartement, c'est un immense loft. Et donc, de quoi ça parle, ce film-là ? Donc, les Beatles, bien qu'ils jouent leur propre rôle, qu'ils sont en train de travailler pour leur prochain album, etc., l'intrigue est complètement out of nowhere. C'est une secte orientale mystérieuse qui découvre, donc ça je crois que c'est la première séquence du film, qui découvre qu'ils ont égaré une bague qui est nécessaire pour un sacrifice humain. Ah zut, c'est pas... Donc le rapport avec les Beatles tout de suite n'est pas éclatant, mais le rapport c'est Ringo, parce que Ringo, pourquoi son surnom c'est Ringo ? C'est parce qu'il portait des bagues. Donc Ringo, le batteur des Beatles, et oui. Et une porte incroyable, la fameuse bague sacrificielle de la secte orientale mystérieuse. Parce qu'il l'a reçue dans une lettre de fan, je sais plus exactement. Et du coup, une des chefs de la secte, qui est jouée par Eleanor Brown, qui est une super actrice anglaise, et ils essaient de récupérer la bague, mais Ringo, en fait, n'arrive pas à enlever la bague. Enfin, c'est un peu magique, quoi. Et donc, c'est lui qui va devoir être sacrifié, et les Beatles doivent fuir. Ah oui, du grand délire, quoi. Oui, non, mais c'est amusant, parce c'est un peu une parodie de film d'espionnage. D'ailleurs, dans les illustrations musicales, en dehors des chansons des Beatles, on sent que c'est vraiment une parodie de la musique de James Bond. Et aussi, un peu des films d'aventure, ça fait un peu penser à des aventures de Tintin, avec on va à l'autre bout du monde, on rencontre des sectes bizarres, ou des trucs un peu surnaturels. Et il y a aussi, évidemment, un peu, pour le coup, comme dans le film précédent, la comédie burlesque, inspiration un peu Marx Brothers, etc. Et alors, dans ce délire surréaliste, comment est-ce qu'on arrive à caser des numéros musicaux ? Comment dire ? L'intégration des numéros musicaux est, à mon sens, encore plus paresseuse que dans le film précédent. Il y a 7 chansons. Help, au début de... J'ai marqué Hep. Donc la chanson Help, au début, elle est en fait, c'est un clip qui est regardé par les membres de la secte qui regardent et qui disent « Ah, c'est eux, ce sont eux qui ont notre bague !» Ensuite, donc, il y en a une qui est une session d'enregistrement, donc assez classique. Ensuite, la meilleure séquence, absolument pour moi, et en plus sur une chanson sublime qui s'appelle « You've Got to Hide Your Love Away », où ils chantent en mode détente, dans un salon, etc., qui est assez charmante comme séquence. Il y a une séquence au sport d'hiver complètement improbable. Je crois que les Beatles ont dit « On a envie d'aller au sport d'hiver, faites-nous une séquence au sport d'hiver ». Je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé, je pense qu'ils pouvaient se le permettre à l'époque en fait. Et donc sur une super chanson, encore une fois, Ticket to Ride, on les voit en train de skier parce qu'ils s'amusent quoi, et on est censé s'amuser avec eux. Il y a aussi des enregistrements comme ils sont sous haute protection militaire du fait qu'ils sont poursuivis par la secte orientale mystérieuse. Et donc, il y a des séquences où ils jouent comme si, je sais pas, ils faisaient un concert, mais au milieu de nulle part, dans un champ. C'est pas mal, d'ailleurs. I Need You et The Night Before. Et alors, encore une fois, après être allés au ski, ensuite, ils vont aux Bahamas. Où ils ont emmené leurs instruments sur la plage et ils chantent Another Girl, donc c'est assez amusant. Et ensuite, il y a retour de la chanson titre Help à la fin sur la scène de bataille finale avec la secte, etc. Ah oui, ça a l'air vraiment particulier. Oui, j'avoue que j'imagine même pas. J'ai un peu du mal justement à me représenter ce que ça peut donner. C'est bien ou... Mais en fait, moi j'aime bien. Je trouve personnellement, même si c'est un peu un sacrilège, que c'est mieux que le précédent 4 garçons dans le vent. Parce qu'en fait, 4 garçons dans le vent, il est assez aimé des cinéphiles, et notamment l'édition DVD qui est ressortie il y a quelques années. Je crois que Martin Scorsese a participé à la restauration du film, grand cinéphile, etc. Il restaure beaucoup de films. Et voilà, celui-là fait partie des films qu'il adore. Et moi, j'avoue que j'ai plus de tendresse pour Help. En fait, l'humour marche mieux, les gags visuels sont plus sophistiqués. Il y a des intertitres marrants qui s'ajoutent sur l'écran. Il y a des trucs absurdes, comme à un moment, ils sont sur un lac gelé dans les Alpes. Et il y a un mec qui creuse un trou dans le lac, qui est dessous, qui est dans l'eau, quoi. Et qui remonte et qui vient dire où c'est qu'on peut trouver les falaises de Douvres, et qui après, on lui dit c'est pas du tout là, et il repart, enfin c'est absurde. Et l'histoire est tellement folle je trouve qu'on s'amuse beaucoup plus. Il y a donc, comme je disais, plusieurs pays, plusieurs décors, il y a des rebondissements sans cesse. Et je trouve que ça s'inscrit dans une tradition de comédie pop des années 60, je pense au film de Blake Edwards, La Grande Course autour du monde. Mais bon, on n'est pas vraiment dans une tradition, pour le coup, qui recoupe des choses qu'on connaît de la comédie musicale. Alors, parce que leur film suivant, donc c'est 1967, et là, les Beatles se mettent carrément à la réalisation. Et donc, ce film, c'est Magical Mystery Tour. C'est un peu une période où ils sont au sommet de leur gloire, et ça va être
Je pense, on peut en dire en quelque sorte, leur premier échec. Je spoil un peu l'histoire de ce film, mais donc là, ils poussent vraiment leur délire très loin. On sait qu'ils fumaient des joints sur le tournage de Help, mais là, à cette époque-là, ils sont passés clairement au LSD, on le voit dans le film. Alors, c'est pas un film de cinéma, celui-là, pour le coup. Alors, non, c'est un film de télévision qui a été tourné pour la BBC, qui dure 52 minutes. C'est surtout McCartney qui a travaillé dessus, il n'y avait pas vraiment de scénario, juste des idées, en fait, et voilà, c'est vraiment un film psychédélique. Donc, comme pouvait le laisser supposer le titre, ici, on est, si j'ai bien compris, dans le cadre du genre du road movie. On a un groupe d'anglais qui va monter dans un bus pour un voyage, donc mystérieux et magique. Voilà, c'est ça l'intrigue en fait, je peux pas dire plus parce qu'ensuite il se passe des choses délirantes, à chaque arrêt, ils rencontrent des gens bizarres, il y a des séquences oniriques, en fait, etc. Comme dans les autres films, c'est le personnage de Ringo qui est mis en avant, peut-être que c'était le plus talentueux pour jouer la comédie. D'ailleurs, il a fait quelques films après les Beatles. Ici, il joue le rôle d'un homme qui voyage avec sa tante obèse et se dispute sans cesse avec elle. Et les autres ils ont pas de personnage vraiment attitré, jouent différents personnages, il y a pas vraiment, en fait, il y a clairement plus de notions qui vont jouer leur propre rôle. Et alors là, c'est toujours musical, et comment interviennent les numéros musicaux, non? Encore une fois, on va pas se mentir, hein, les comédies musicales des Beatles, ce sont pas, en termes d'intégration, c'est pas le top du top. Donc là, c'est vraiment par-dessus la jambe, mais en même temps, ça justifie parce que le film est complètement surréaliste, le montage passe du coq à l'âne, il y a pas vraiment de souci de cohérence. Et du coup, les numéros interrompent un peu le récit, enfin, le peu de récit qu'il y a. Donc ça peut être des rêves, des digressions, des vidéos que regardent les personnages, ou plus classiquement, des numéros qui sont joués par les personnages s'ils ont envie de faire apparaître une scène, et ben tout d'un coup, ils deviennent des artistes sur scène, enfin voilà. Et côté mise en scène du numéro, c'est réussi? C'est plaisant? Moi, je trouve que la mise en scène du numéro en eux-mêmes est assez réfléchie, et ça s'adapte à l'esprit de chaque chanson. En fait, c'est comme des petits clips à chaque fois. Je trouve qu'il y a des beaux plans de collines avec McCartney qui gambade sur la chanson de Fool on the Hill, qui pour le coup est un chef-d'œuvre absolu. Un paysage qui défile, qui change sans cesse de couleur sur une chanson très planante qui s'appelle Flying. Après, il y a une séquence plus clip, donc vraiment avec les Beatles qui portent des vêtements psychédéliques et après qui sont carrément déguisés en animaux sur la chanson I Am the Walrus, une des meilleures chansons de l'histoire de l'humanité. En toute objectivité. En toute objectivité, bien sûr. Et après, une séquence un peu brumeuse avec Harrison qui est assis en tailleur, en mode, ce qui était à la mode à l'époque, le côté un peu indianisant sur la chanson Blue Jay Way. Et alors le moment le plus cool, c'est sur la chanson vers la fin, Your Mother Should Know, qui est pour le coup une chanson qui pastiche un peu les chansons de Music Hall à l'ancienne, et donc t'as les 4 Beatles en costard qui descendent sur un escalier, enfin ça fait penser un peu à des je sais pas, Stairway to Paradise, des choses comme ça, dans Un Américain Paris, avec un semblant de chorégraphie, tout, c'est un moment très amusant. On sent qu'ils connaissent en fait la comédie musicale, parce qu'il y a 2 moments où il y a les voyageurs du bus, donc du Magical Mystery Tour, qui chantent de manière un peu approximative, mais quand même, la chanson There's No Business Like Show Business, qui est un classique d'Irving Berlin qu'on entend notamment dans Annie Get Your Gun. Ça a eu du succès, ce film? Eh bien non. Ça a été mal reçu à sa sortie par le public et par la critique. Ça a été diffusé en noir et blanc, malheureusement, sur la BBC le lendemain de Noël 67. Je pense que personne n'était dans l'esprit de regarder ça, en plus en noir et blanc. Donc les Beatles eux-mêmes en étaient pas super fiers, même si quelques années plus tard, McCartney trouve que c'était quand même une tentative intéressante, ce qui est vrai. Et alors, le 4e film, donc le dernier film que tu voulais évoquer, c'est un film de 68, et là, pour le coup, c'est un film d'animation. Oui, c'est sans doute celui que aujourd'hui les gens connaissent le plus. C'est le seul que je connaissais. Ben voilà. Yellow Submarine, qui a été réalisé par un Canadien qui s'appelle George Dunning. Les Beatles ont suivi la production, mais au final, ils n'ont pas beaucoup travaillé dessus, et ce sont même pas eux qui font leur propre voix, en fait. Deux comédiens ont été pris. George Harrison a dit quelques années plus tard qu'il trouvait que c'était vachement mieux parce que c'était beaucoup mieux interprété, parce qu'ils ne sont pas des comédiens, ce qui est peut-être vrai. J'aurais aimé quand même voir ce que ça aurait donné avec leur propre voix. Oui, parce que pourtant, là, pour le coup, c'est un film complètement inspiré par leur univers. Totalement. L'intrigue est inspirée par des chansons donc des Beatles, des chansons qu'ils écrivaient à cette époque, 67-68, c'est des chansons d'inspiration psychédélique, très étranges. Donc les chansons qu'on entend dans le film, ce sont soit des chansons parues un peu avant la sortie du film, entre 65 et 67, soit quelques chansons inédites sur lesquelles les Beatles travaillaient à ce moment-là, mais en fait, rien n'a été écrit spécifiquement pour le film, c'est juste que c'est tombé à cette période-là. Et dans les dialogues aussi, il y a des allusions à de nombreuses chansons des Beatles. Là, pour le coup, les personnages sont supposés être John, Paul, George et Ringo, et encore une fois, Ringo est mis en avant. Et là, ça raconte quoi, ce film d'animation, enfin en termes d'intrigue, de récit, d'histoire ?
Ça se déroule dans le monde magique et joyeux de Pepperland. Et souvent des mondes magiques et joyeux. etc. Oui, c'est vrai. Ce monde magique et joyeux de Pepperland est attaqué par des méchants, les Blue Minis. Bummer. Et donc, le capitaine du sous-marin jaune parvient à fuir et rejoindre Liverpool. Le paradis, comme ça. Pour les fans des Beatles, en tout cas. Où il convainc les Beatles de venir l'aider à sauver Pepperland. On a une espèce de, bon, évidemment, film d'aventure, ou également un peu road movie, mais pas vraiment road movie, on va dire submarine movie, parce qu'il se déplace dans le sous-marin jaune. Et il traverse des pays enchantés, donc le Sea of Time, Sea of Nothing, Sea of Hosts, donc à chaque fois c'est des univers très étonnants, chaque endroit a droit à sa chanson, et à son univers visuel vraiment très spécifique. Et là encore, comment est-ce que vont être amenés les numéros musicaux ? Donc tu dis à chaque endroit son univers, mais comment est-ce qu'on glisse vers le numéro ? Ouais, la plupart des chansons en fait illustrent l'univers dans lequel on vient d'arriver, mais souvent on voit au moins les personnages commencer à chanter la chanson sur When I'm 64, sur Nowhere Man, sur Lucy in the Sky with Diamonds, on voit le personnage de John qui chante. Du coup, l'intégration est mieux faite parce que le chant permet d'annoncer le basculement dans le délire visuel. Donc les personnages commencent à chanter une chanson. Après, au bout d'un moment, on s'intéresse plus au fait qu'ils chantent, mais on s'intéresse aux expérimentations visuelles, psychédéliques, etc. Mais au moins, il y a une sorte de transition. Et à la fin du film, ils chantent tous ensemble All You Need Is Love, et c'est comme ça c'est beau. Ça leur permet de vaincre les méchants. J'aime bien repérer toutes les petites allusions à la comédie musicale dans l'œuvre des Beatles, parce que du coup ça me permet de lier mes deux passions. À ce moment-là, il y a une petite allusion à une comédie musicale. Ah non, c'est un peu avant, oui, puisque les méchants chantent ironiquement vers la fin, ils disent The hills are alive with the sound of music, référence au film et à la comédie musicale The Sound of Music. Et à la toute fin du film, il y a un épilogue où les Beatles apparaissent en chair et en os. Ils chantent la chanson All Together Now. Moi je trouve que c'est sans doute le meilleur de leur film. Yellow Submarine, les couleurs sont très belles, il y a un ton très cohérent, c'est clairement un film pour enfants, ça marche comme ça. L'humour fonctionne, il y a une inventivité visuelle dans l'univers, dans les créatures étranges, les monstres qu'on rencontre. Il y a des moments qui sont très mystérieux, un peu à la limite de métaphysique, le moment où le temps ralentit puis s'accélère, où le monde, il se retrouve dans un monde où il y a des trous partout, enfin, c'est très étonnant. Voilà, les images sont assez fascinantes et ça renvoie vraiment à toute cette époque 60s psychédélique. Et cette fois, c'est un succès ? Ouais, alors pour le coup, un film très bien reçu par le public et la critique, très singulier, voilà, je trouve qu'il ressemble vraiment à rien d'autre, et je trouve que malgré l'ancrage vraiment dans l'époque 60s, c'est vraiment clairement celui qui a le moins vieilli, et alors j'avais entendu qu'il devait y avoir un remake, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, donc je sais pas si c'est toujours dans l'air du temps, mais pourquoi pas. Et alors pour conclure, tu voulais mentionner un dernier film en 1970. Oui, alors on sort un peu du thème, ça je mentionne juste en passant, c'est pas une comédie musicale, c'est pas dans le thème. C'est pas du tout une comédie musicale, en fait c'est un documentaire, mais c'est un film musical. C'est un film qui s'appelle Let It Be. C'est un documentaire qui devait à l'origine suivre les Beatles durant les répétitions et l'enregistrement de leur album Get Back, à l'époque qui devait s'appeler Get Back, d'un album qui devait être live. Mais en fait, de fait, vu les circonstances, c'est devenu le récit de la fin d'un groupe, de la fin d'une amitié et des tensions qui régnaient entre les membres du groupe. Et en fait, c'est fascinant à regarder parce que on les voit ne plus s'entendre et ne plus arriver, même s'ils jouent de la très bonne musique. Pour la caméra. Ils font bonne figure, encore qu'il y a des moments où t'as l'impression qu'ils... Ah, ça me donne envie de voir. Ouais, non, c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, il y a toutes leurs chansons de l'époque, de leur dernier album, qui est vachement bien. Mais voilà, j'avais envie de mentionner ce film très intéressant. Et alors, les Beatles ont inspiré d'autres films musicaux et pièces, mais peut-être que ce serait trop long à expliquer ici. Voilà, peut-être une autre fois. Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour cet exposé détaillé et d'avoir eu le courage d'avouer à nos auditeurs que tu avais une troisième passion. Avec plaisir. À très bientôt pour un prochain épisode de All That Jazz. Au revoir.